Bienvenue sur ce séminaire de Rose Up Association. Merci à toutes de nous avoir rejoints. Je suis Émilie Groyer, je suis journaliste pour Rose Magazine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Mahasti Sagadjian. Bonjour, je vous laisse Bonjour vous Émilie. présenter. Oui, bonjour Émilie, vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Oui, je m'appelle Sagatchian, je suis oncologue médicale. Je m'occupe uniquement de femmes qui ont des cancers du sein. Je travaille, historiquement à l'Institut Roussy, ça fait maintenant 17 ans et depuis 2 ans, je suis responsable de l'unité de scénologie de l'hôpital américain de Paris. Merci. Donc, je vous rappelle pour participer à ce webinaire et poser vos questions directement pendant le webinaire, vous pouvez appuyer sur le petit bouton questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. En attendant que tout le monde nous rejoigne, que les premières questions arrivent, je vais vous faire une petite présentation de l'association pour celles qui ne la connaîtraient pas. Donc, je vais vous présenter. Ça va être très rapide, hein. J'ai quelques slides à vous montrer. Voilà. J'espère que vous l'avez bien à l'écran. Rose Up, c'est d'abord un magazine, c'est d'ailleurs souvent comme ça que vous nous avez découvert, qui est distribué gratuitement dans les hôpitaux. Vous avez également la possibilité de vous procurer en ligne sur notre site internet rose-up.fr. Donc c'est un magazine qui peut ancrer du côté de la vie. Il aborde tous les sujets de la santé, évidemment, jusqu'à la mode, en passant par la psychologie, la sexualité. Il paraît 2 fois par an. Bien entendu, ce n'est pas suffisant étant donné l'actualité en oncologie. Nous avons aussi un site internet, rose-up.fr, où vous pouvez retrouver non seulement l'ensemble des articles qui sont déjà parus dans nos magazines, mais aussi des contenus exclusifs qui sont mis à jour régulièrement, des dossiers thématiques, notamment en ce moment, nous avons un dossier évidemment sur le coronavirus. Rose Up, c'est aussi des maisons d'accueil, les maisons roses. Nous en avons une à Paris et une à Bordeaux. Nous espérons prochainement pouvoir en ouvrir ailleurs en France. Ce sont des lieux chaleureux où les femmes peuvent parler, se retrouver entre elles et participer évidemment à des ateliers adaptés de sophrologie, de pilates. Le programme est assez riche. Rose Up, c'est aussi une association de patients, ce qui nous permet de défendre vos droits. Nous sommes présentes au sein des instances, notamment nous sommes très actifs dans le droit à l'oubli. Nous avons aussi des pétitions en ligne pour notamment réduire au maximum votre reste à charge. Donc, vous l'aurez compris, Rose Up, c'est une association. Nous avons donc besoin de vous pour soutenir nos actions. Pour cela, vous avez 2 possibilités, soit adhérer et recevoir gratuitement nos 2 magazines directement chez vous, ou faire un don. Voilà, donc j'ai fini ma petite présentation. On va pouvoir retourner au cœur du sujet. Vous aviez la possibilité de nous envoyer à l'avance vos questions par mail. Donc, je propose qu'on commence par là, professeur Sagatchian. Donc, nous avions une question d'Emmanuel qui demande atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué en octobre 2018. J'ai terminé ma chimiothérapie il y a exactement 1 an et la thérapie ciblée en janvier dernier. Je n'ai pas d'hormonothérapie. Suis-je plus à risque face au coronavirus? Alors, les données qu'on a aujourd'hui, évidemment, elles sont, mises à jour et fournies au jour le jour avec l'expérience qu'on fait, du coronavirus. On se base beaucoup sur les données publiées, des Chinois et également de l'Italie, et la plupart des données, en fait, concernent l'ensemble de la population dans laquelle on peut regarder plus précisément, ce qui concerne les patients atteints de cancer. Ce qui semble, se profiler, c'est que, c'est vrai que l'antécédent de cancer, le fait d'avoir eu un cancer, globalement semble augmenter un peu le risque d'infection et d'infection un peu plus sévère. Cela dit, il est clair que ce sont plutôt les patients en cours de traitement qui sont concernés et donc plus on est à 10 cas du cancer du sein, moins on est à risque d'infection ou d'infection sévère par rapport à la population générale. Globalement, les traitements de cancer du sein, les chimiothérapies classiques adjuvantes de cancer du sein ne laissent pas de séquelles sous forme d'immunodépression à long terme. C'est un peu différent d'autres types de cancers, des lymphomes. Une fois que la chimiothérapie est
terminée, à peu près 1 à 2 mois après, les patientes retrouvent des défenses immunitaires normales. Donc, je pense que pour Emmanuelle, elle peut être rassurée et confiante sur le fait qu'elle n'est pas particulièrement à risque. Et de façon générale, les personnes qui ont eu un cancer mais qui sont plus sous traitement ou qui sont en rémission, elles ne sont pas forcément plus à risque que la population générale. Absolument. En fait, dans le cancer du sein, finalement, on a, alors ce que je vous dis est tout à fait, ajusté pour le cancer du sein. Donc dans le cancer du sein, globalement, si on a fini la chimiothérapie, si on a fini la radiothérapie, heu même si on est sous hormonothérapie, le risque semble être assez proche de celui de la population générale, sachant que, cela dit, le cancer du sein est un cancer qui, concerne des tranches d'âge très larges, hein. Ça va de patientes, malheureusement très jeunes, la moyenne d'âge étant de 60 ans. C'est vraiment plutôt on va retrouver le risque de la population générale, c'est-à-dire l'âge. Donc, au-delà de 70 ans, on a beaucoup, beaucoup de patientes qui ont eu du cancer du sein dans cette tranche d'âge. Cardiovasculaire. Alors de façon indirecte, on sait bien sûr que nos chimiothérapies pour le cancer du sein ou les traitements anti-HER2 peuvent entraîner des complications cardiovasculaires qui du coup peuvent mettre ces patientes légèrement à risque, de coronavirus et de complications de coronavirus, mais ça sera vraiment pour lesquelles on sait qu'il y a eu une toxicité cardiovasculaire. D'accord. Alors, autre question Donc, en oui, résumé, pour oui, être oui, clair, pour la patiente qui a fini ses traitements, qui est juste sous hormonothérapie ou pas, oui. elle peut quand même être, rassurée et se mettre dans les mêmes configurations que la population générale. Justement, la question de l'hormonothérapie, elle revient souvent. Quand on est sous hormonothérapie, c'est pareil, on n'a pas de risque supplémentaire face à l'infection. Il n'y a pas de risque ajouté. C'est vrai que moi, j'ai eu, aussi beaucoup, beaucoup d'appels de mes patientes sous hormonothérapie. L'hormonothérapie, même si elle vous fatigue beaucoup, même si vraiment elle donne un sentiment d'épuisement, un sentiment de toxicité, un fort sentiment de ce côté-là, n'entraîne pas de diminution de l'immunité, n'entraîne absolument pas d'augmentation du risque infectieux. Donc sous hormonothérapie, aucun risque particulier d'être plus à risque d'infection ou d'infection sévère. Et d'ailleurs, on utilise même, nous, aujourd'hui, l'hormonothérapie comme traitement d'attente de temps en temps pour des patientes pour lesquelles on va décaler la radiothérapie ou décaler la chirurgie. Parce que l'hormonothérapie est vraiment une agent à risque et qui les protège contre leur cancer du sein. Oui, parce que finalement, ça arrive que les patients qui sont atteints de cancer soient infectés par un virus et une bactérie. Et finalement, enfin, c'est pas la première fois qu'on reporte des traitements dans ce cadre-là. Absolument, oui, oui, oui. C'est vrai qu'on utilise cette expérience-là qu'on a déjà et encore une fois, dans ces circonstances-là, même un patient infecté, le mettre sous hormonothérapie ne représente pas de danger. Donc D'accord. donc sous hormonothérapie, c'est régulier. On avait quand même une question d'Isabelle. Alors, son cas était un peu particulier parce qu'elle était sous hormonothérapie, mais elle avait subi une splénectomie, donc une ablation de la rate, qui est un organe qui est très important pour le système immunitaire, et donc qui était du coup immunodéprimée. Elle, en revanche, est-ce qu'elle a des risques supplémentaires face au coronavirus? Bien sûr. Alors, vraiment, Isabelle est un cas particulier et rare. La splénectomie, c'est quand on enlève la rate. Et la rate est un de nos organes très importants de défense immunitaire. Dans la rate, on a plein de cellules immunitaires qui vont produire toutes les protéines, toutes les cellules pour nous protéger des infections. Les patients qui sont splénectomisés, d'abord le savent, hein, et ont des consignes qu'elles connaissent bien, sont vaccinés contre le pneumocoque et la plupart des infections. Et donc, ces patients-là ont un risque très particulier et d'infection virale et de surinfection bactérienne. Donc, oui, malheureusement, Isabelle, elle, dans son cas particulier, est particulièrement exposée à risque, mais finalement, elle doit suivre les consignes qui lui ont été données pour la vie en général et au quotidien. Elle est habituée de toute façon à faire attention aux Mm. infections.
Alors, on a une question de Nina, mais je vois qu'il y a d'autres questions dans ce sens, dans les questions-réponses. Donc, Nina, elle a été opérée d'un cancer du sein. Alors, on parle beaucoup de cancer du sein parce que c'est votre spécialité, Mmh, mais les questions, elles englobent tout le monde. Donc, elle a mmh. une hymérectomie, radiothérapie, hormonothérapie. Sa maladie est stabilisée, mais apparemment, elle va avoir une cure d'immunothérapie. Elle voulait savoir s'il y avait un risque si on décale cette cure d'immunothérapie. Alors, ça, c'est effectivement aussi une question, qui vient souvent. En général, c'est quelque chose d'ailleurs que les structures de cancérologie anticipent. Tout ce qui est traitement, au long cours, traitement d'entretien, traitement d'adjuvant, des traitements qui s'étalent sur des mois, qui sont faits pour de la prévention de récidive ou qui sont faits une fois que la maladie est bien sous contrôle, c'est souvent des traitements d'immunothérapie. Alors, que ça soit des anticorps, en 2, les anticorps monoclonaux, ou que ça soit réellement de l'immunothérapie. Tous ces traitements-là, aujourd'hui, on préfère les annuler et les reporter parce qu'on sait que annuler une cure sur une période de 2 mois, pour un traitement qui dure sur des mois, ça n'aura aucune incidence sur la maladie. Ça fait prendre risque de progression aux patients et à l'inverse, ça les met vraiment à l'abri de la confrontation avec l'hôpital, où le virus, circule malheureusement en grande quantité, et puis le cas de l'immunothérapie, la vraie immunothérapie est très particulier. Vous savez que l'immunothérapie va agir avec vos militaires. Le principe de l'immunothérapie, c'est renforcer le corps, et son immunité contre le cancer. Mais on sait que l'immunothérapie expose à des risques infectieux, peu fragilisation de réactions auto-immunes. Et donc, immunothérapie et infection Covid, et donc vraiment dans ces cas-là, et autant que possible, il faut suspendre les traitements. Ah, on a un petit problème de connexion. Mmh, Ah, ça y est, je vous ai récupéré. J'avais un petit problème de connexion. Je ne sais pas si c'est juste chez moi ou général. oui. D'accord. Alors, on a une question. Tac, j'essaie de la retrouver. Voilà, de Juliette. Alors, elle a été opérée à l'IGR il y a 2 semaines d'une tumeur abdominale. Alors, je ne connais pas, donc je ne sais pas comment le prononcer, Mmh, un leiomyosarcome. sarcome. Mmh. Euh, Mmh. alors, ses enfants sont chez son papa, chez leur papa. Une de ses filles revient demain des Pays-Bas. Elle rejoindra ses frères et sœurs chez son père. Puis, Juliette envisage de les accueillir chez elle. Si, voilà. Est-ce qu'elle prend un risque du fait d'être en contact avec d'autres personnes qui ont voyagé et qui ont été en contact avec d'autres? Alors, Juliette sort d'une chirurgie qui est une chirurgie, potentiellement lourde, un leiomyosarcome abdominal. Je ne sais pas quelle était la taille de la tumeur et quelle était la lourdeur, la sévérité de cette chirurgie, mais potentiellement, c'est une chirurgie qui est lourde. Elle a probablement passé plusieurs jours en hospitalisation en post-opératoire. Elle risque, comme tous les patients opérés, surtout d'une laparotomie, quand on ouvre le ventre, il y a un risque infectieux derrière. Et clairement, Juliette, aujourd'hui, est fragilisée sur le plan immunitaire et sur le plan de sa santé et de son état général. Je pense que Juliette devrait faire particulièrement attention. Je sais très bien dans ces conditions d'épidémie, toute circulation, tout contact avec des personnes et la circulation des personnes va faire circuler le virus, et donc expose les uns et les autres à une infection. Juliette peut être elle-même infectée du fait de son passage à l'hôpital et transmettre à ses enfants qui vont transmettre aux suivants. Aux Pays-Bas, vous savez, ils n'ont absolument pas les mêmes mesures de confinement que nous. Et ils sont sur un principe d'immunité générale de la population
pour que cette immunité se répande. Donc, sa fille qui vient des Pays-Bas peut être très porteuse du virus et la transmettre à Juliette. Moi, je lui recommanderais vraiment des précautions majeures. C'est vrai que ça va être long et dur, mais je crois qu'elle devrait se mettre à l'abri et mettre aussi les autres à l'abri pendant cette période. Donc, je crois que si les enfants pouvaient éviter de passer par chez elle, Ouais. et je crois que globalement, moi, c'est une recommandation que je fais à beaucoup de mes patientes dans des familles séparées où la garde des enfants chez l'un, je crois qu'il faut que les enfants circulent le moins possible dans cette situation. Même si c'est long, on aura l'été pour se rattraper et on aura le temps après. La balance. On s'est perdu, Émilie. Ouais. Ouais, moi, je vous ai encore en visu. Alors, on a une question de Anir. Alors, patiente atteinte d'un cancer du sein métastatique et donc en traitement continu depuis 8 ans, actuellement sous chimio et thérapie ciblée, suis-je plus à risque? Alors oui, là, à l'inverse des patientes qu'on évoquait tout à l'heure sous hormonothérapie ou qui ont fini leur traitement, là, on a typiquement une patiente qui est malheureusement particulièrement à risque. Elle a une maladie métastatique, donc potentiellement des fragilités liées aux organes éventuellement atteints. Elle a subi des traitements depuis longtemps, donc peut-être des séquelles, alors sur le plan cardiaque ou pulmonaire, des traitements qu'elle a subis. Et puis, elle est aujourd'hui sous traitement avec de l'immunothérapie, il me semble, de la thérapie ciblée. Oui. Bref, elle va dans le milieu hospitalier où circule le virus. Elle a des défenses qui sont probablement diminuées. Voilà typiquement les patientes aujourd'hui pour lesquelles on doit être le plus vigilant. On doit vraiment réfléchir à la stratégie de traitement. Euh, pour suspendre le traitement en cours, faire une pause thérapeutique, comme Mhm. je le disais tout à l'heure, même en phase métastatique, une pause thérapeutique ne change pas énormément le cours de la maladie. Éventuellement, changer le traitement qui se fait en injection à l'hôpital par un traitement oral à la maison, le temps de faire une pause. En tout cas, vraiment réfléchir toute la stratégie et le suivi de cette patiente. Et puis, pour ces consultations, beaucoup de structures ont mis en place de la téléconsultation, puisqu'elle va forcément être suivie pour voir comment elle tolère avec le personnel hospitalier, avec les médecins, le plus de contact. Mais voilà typiquement la patiente aujourd'hui qui est pour nous notre patiente la plus vulnérable. D'accord. Alors, on a une question de Nathalie qui est un peu générale, mais c'est bien de la poser, je pense. Quand on a fini la chimiothérapie et qu'on est en attente de la radiothérapie, alors je ne sais pas si vous pouvez répondre, si ça dépend des personnes, mais pendant combien de temps on est encore immunodéprimé après une chimiothérapie? Alors, oui, c'est vrai que c'est une question très importante qui est générale et particulière. Globalement, si on prend les traitements de cancer du sein, dans le cancer du sein, la baisse immunitaire et la fragilité, la baisse des globules, tout ça dure à peu près 6 semaines, entre 1 mois et 2 mois, en gros, le temps que la moelle se régénère. La moelle se régénère très, très vite, sauf si on a reçu beaucoup de traitements auparavant, mais sur des cycles de 6 cyclements, il faut 1-2 mois pour se remettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les patientes qui ont de la chimiothérapie adjuvante peuvent ensuite, par exemple, enchaîner sur de la radiothérapie. On préfère, si la tumeur n'était pas particulièrement agressive, décaler la radiothérapie de 2 mois, 3 mois maximum. Mais vraiment, on peut, par exemple, derrière la chimio, commencer l'hormonothérapie. Comme ça, la patiente est protégée, attendre 3 mois et faire la radiothérapie. Ces 3 mois servant à restaurer l'immunité et puis à laisser passer la vague infectieuse. D'accord. Alors, je le lis en direct. Une question d'Avril. Bonjour, je voudrais savoir, par exemple, quand on prend de l'aparib et que l'on a des globules blancs autour de la norme, mais plutôt basse, d'après ce que je comprends, n'est-il pas plus sage, si l'on est en rémission, de faire un break pour faire remonter les globules blancs? Voilà, en clair, serions-nous capables de lutter contre le Covid avec des globules blancs un peu limites? Alors, elle est très juste cette question, elle est vraiment très bien vue. Alors, l'olaparib, c'est un traitement, un inhibiteur de PARP. C'est un traitement qu'on fait aujourd'hui chez des patientes qui ont des mutations BRCA
avec un cancer métastatique. C'est un traitement sous forme de comprimé, une thérapie ciblée dont le principal effet secondaire est de diminuer justement les globules blancs et donc les défenses immunitaires. Même si aujourd'hui, on sait que nos défenses contre les infections virales passent essentiellement par les lymphocytes et que nos traitements, eux, par contre, diminuent surtout les neutrophiles, c'est le cas de l'olaparib. Globalement, c'est sûr que cette patiente, elle est plus à risque d'infection et sur du seuil de neutrophiles et du taux de neutrophiles, mais c'est vraiment l'effet secondaire tout à fait spécifique de ces médicaments-là qui sont par ailleurs très bien tolérés. Donc oui, je trouve que cette patiente, elle a la réflexion tout à fait juste. C'est ce qu'on disait sur une patiente en rémission qui va bien, dont la maladie est sous contrôle, pourquoi pas faire une pause d'un mois pour voilà, éviter tout risque. C'est à discuter clairement au cas par cas avec les oncologues. Il y a des situations où la maladie est très agressive et on ne veut pas perdre la chance du bénéfice du Mmh. traitement. Et puis d'autres situations, on peut effectivement se donner un mois ou éventuellement diminuer les doses pendant cette période. Pour faire remonter les globules blancs C'est ça. et Mmh. s'immuniser. Et puis surtout, ces patientes qui ont des traitements oraux, bah, elles sont à la maison, elles sont confinées. Heu, il faut qu'elles n'hésitent pas régulièrement à appeler leur médecin pour rediscuter du traitement et pour éventuellement, enfin, et pour un suivi un peu régulier. Souvent, on a des infirmières de coordination qui sont là pour ça, pour donner des nouvelles et savoir quoi faire de leurs médicaments. Mmh. Oui, ça, c'est une réflexion qui revient régulièrement. C'est des personnes qui ont des thérapies orales, enfin, qui restent chez elles. Elles sont moins en contact du coup avec leur oncologue et elles se posent beaucoup de questions. Et le souci aussi, c'est que des fois, elles ont aussi du mal à contacter les médecins qui sont surchargés en ce moment. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut rappeler, il faut… Je suis absolument d'accord. Je trouve que vraiment cette épidémie, elle met encore plus en évidence la détresse psychologique des patients qui ont des cancers et qui sont toujours un peu isolés, marginalisés socialement, qui le sont d'autant plus dans cette période de confinement et qui vivent la double anxiété de la maladie et de l'infection. Et donc, il y a une véritable détresse psychologique, au-delà des inquiétudes tout à fait légitimes physiques, à prendre en compte. Alors, il y a pas mal de structures de relais. Vous, Rosop, vous faites un boulot extraordinaire. Il ne faut pas oublier que la Ligue… Oui, est-ce que vous pouvez en parler, Émilie? Oui. Non, non, je voulais juste Oui, rappeler qu'on a mis en place une hotline justement pour répondre à vos questions. Donc, allez voir sur notre site internet, vous retrouvez le numéro. Je vous laisse c'est continuer. ça. Ligue, ouais. Oui, et vraiment, ça nous aide énormément, nous, médecins et nos équipes, qui est ce type de structure. La Ligue aussi a une ligne d'accueil et d'écoute qui fonctionne tout le week-end avec des gens tout à fait compétents, capables de répondre aux questions. Et puis, bien sûr, les équipes sont là, les infirmières. Beaucoup de structures ont des infirmières de coordination qui sont vraiment très bien formées, hein, qui peuvent complètement se suppléer aux médecins sur beaucoup, beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions, vos inquiétudes. C'est très, très important. Alors, une question de Nathalie qui se demande pourquoi on décale les chirurgies ambulatoires comme l'enlèvement d'une chambre implantable. Oui, c'est vrai, très bonne question, Nathalie. J'imagine bien que vous devez être à la fin de vos traitements de chimio, envie de vous débarrasser de cette saloperie de chambre implantable. Mais en fait, c'est les milieux médicaux, alors que ça soit dans des petites structures cliniques privées, que ça soit des structures spécialisées en oncologie ou les hôpitaux, ces structures-là, aujourd'hui, forcément voient défiler beaucoup de monde. Parmi le monde qui vient, beaucoup de patients potentiellement infectés. Le personnel médical et paramédical est confronté à des patients porteurs de virus. Et donc, dès qu'on vous fera venir à l'hôpital, quel que soit l'acte, on vous fait prendre un risque d'infection. Et donc, un acte qui n'est pas indispensable comme une ablation de Pâques, qui peut tout à fait attendre des mois, voire des années, vaut mieux le décaler pour vraiment prendre zéro risque en cette période. Par ailleurs, il faut savoir que souvent, les PAC sont posés et enlevés par des anesthésistes, voire des anesthésistes réanimateurs. Et ce personnel-là, vous imaginez bien aujourd'hui, et particulièrement celui-ci est nécessaire ailleurs. Donc voilà, le PAC
pack, voilà, essayez de ne pas y penser, attendez quelques mois et il n'y a aucun risque, il n'y a pas d'entretien particulier à faire sur un pack. Sous la peau, voilà, il se passera rien du tout. Il reste là, et puis on l'enlève. Avant, on mettait des années à les enlever. Aujourd'hui, on préfère les enlever tout de suite, mais il y a aucun risque à faire ça. D'accord. On a des questions sur les reports de traitement. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a certaines personnes qui s'inquiètent d'avoir leur traitement reporté et d'autres qui s'inquiètent qu'il soit maintenu. Notamment Ghislaine qui dit: Je suis inquiète, ma fille commence une chimiothérapie du Taxol lundi prochain après un cancer et une mastectomie. Son traitement n'est pas repoussé. Et elle habite à Bruxelles. Et du coup, elle se demande quels sont les risques et pourquoi ce choix. C'est un peu difficile peut-être de répondre sans avoir le dossier médical de de sa fille, mais Alors, je vais vous donner en gros les grandes lignes directrices, sachant que pour ce qui est de la France, la Haute Autorité de Santé Publique et ensuite la RCP de Saint-Paul et le groupe Saint Unitaire ont publié des recommandations très précises sur la base de données médicales et scientifiques qui nous permettent de dire quels sont les délais possibles, un diagnostic et une chirurgie et une chimiothérapie et une radiothérapie, etc. On a aussi beaucoup de données aujourd'hui sur les risques infectieux post-chirurgie ou encore en cours de chimiothérapie. Et donc, c'est sur la base de ces données-là qu'il y a eu des recommandations très précises qui ont été faites. Moi, je peux vous citer le cas particulier du cancer du sein, donc des recommandations consensuelles des grandes sociétés savantes qui nous disent aujourd'hui pour quel type de patient on peut reporter les traitements, pour quel type de patient il faut maintenir l'urgence. C'est sur la base de ça d'ailleurs que les hôpitaux vous ont contacté pour vous dire votre traitement est maintenu ou votre traitement est reporté. Maintenant, il ne faut pas hésiter, si vous avez un doute, une inquiétude, à reposer la question, à prendre même un deuxième avis pour être sûr que ce qu'on vous propose est adapté. Dans le cas de cette patiente, il faut savoir que si on a un cancer à haut risque, même si ce cancer a été opéré et enlevé, beaucoup de ganglions atteints, on sait qu'il ne faut pas trop tarder à faire la chimiothérapie parce que le risque de métastase, le risque d'extension est important et il est là très tôt. Donc voilà, dans ces cas-là, on prend malheureusement le risque de l'exposition au virus et de l'infection et des complications potentielles de l'infection pour éviter ce risque de métastase qui est malheureusement important. Surtout si vous prenez le cas d'une patiente, par exemple, jeune, qui n'a pas d'autres maladies cardiovasculaires, qui du coup n'est pas dans la catégorie de patients particulièrement à risque de complications de Covid, bah oui, c'est toujours, vous savez, cette fameuse histoire bénéfice-risque. Dans le bénéfice-risque, vaut mieux lui faire prendre le risque de l'infection pour la protéger d'un cancer qu'on doit guérir. Et donc, en fait, le message un peu, c'est, bon, n'hésitez pas à poser des questions, évidemment, de demander un second avis médical si vous avez un doute, mais faites confiance aussi à vos collègues qui ont pris en plus la responsabilité de façon concertée. Ils ne sont pas seuls à prendre les décisions. Et puis aussi, au niveau des hôpitaux, il y a des mesures qui sont mises en place pour limiter l'infection. Je sais qu'à l'IGR, dès l'entrée dans l'hôpital, on donne aux personnes un masque, on leur demande de se laver les mains devant vous. C'est ça les mesures qui sont prises pour limiter l'infection. Ah, j'ai une petite coupure. Absolument. Vous m'entendez, Émilie? Je vous Ouais. arrête. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Ouais. Alors, je vais vous donner effectivement un peu plus précisément sur les grandes lignes de report ou de de traitement, peut-être pour connexion. Vous m'entendez, Émilie? Oui, il y a des petites micro-coupures. Il y a eu des bugs, hein? Ouais, un petit peu. Ouais, On est nombreux là, on est ça marche. 90 à être connectés. C'est peut-être pour ça qu'on a C'est ça? euh, Bon, super. un peu Bon. compliquée. Alors, attendez, moi, je vais essayer d'enlever tout ce qui peut interférer. Hop, petite manip. Voilà. Je ne sais pas si mon fils est sur les jeux en ligne.
Donc, non, il m'a dit que non, tout va bien. Donc, pour reprendre plus sérieusement, Oui, il ne faut pas que quand on leur demande euh, de venir dans les euh, hôpitaux, il y a quand même des mesures de sécurité pour euh, l'infection. alors, dans le cas de Gustave Roussy, Oula, ça coupe par jour, vous m'entendez ou pas? Oui, c'est revenu. On va y Ça coupe? arriver. Ouais. Donc, on a effectivement beaucoup, beaucoup de monde qui circule, sont adaptés à la taille et au flux de patients de chaque structure. Sur les mesures qu'on prend, je suis inquiète parce que comme je Oui, vous oui. vois plus bouger, j'ai un peu peur Ah, qu'on ne ça m'entende bouge. pas. Moi, je vous entends. Je ne sais pas si Donc si vous m'entendez, c'est que ça doit être… aussi. Ouais, Ça ça essaie marche. de- Donc Gustave aussi, un peu l'exemple extrême de l'énorme structure où il faut être très, très, très prudent. Par ailleurs, on accueille des patients Covid, non cancer, dans nos services de réanimation et d'hospitalisation. Donc voilà l'exemple extrême. C'est pour ça qu'à l'arrivée de chaque patient, un masque est proposé, lavage de mains, nettoyage des mains. On a limité extraordinairement le nombre de patients qui viennent à l'hôpital. 80% aujourd'hui de nos consultations se font en téléconsultation. Les chimiothérapies non indispensables, typiquement en traitement d'entretien, ont été annulées, reportées. Les PET scanners, les IRM, la mammographie de dépistage, tout ça voilà, a été complètement annulé, suspendu. Donc, diminuer le flux de patients, mettre un masque à tout le monde. Le personnel, évidemment, porte des masques, se lave 10 fois les mains par jour, porte des surblouses. Voilà, donc ça, c'est le cas de la structure très, très exposée, vraiment qui est au cœur du fléau. À une plus petite structure, si on peut limiter les flux de patients, moi typiquement c'est le cas à l'hôpital américain, les patients en hôpital de jour viennent quasiment un par un, sont un par un dans la salle d'attente. Voilà, plus petite structure, on peut ne pas forcément systématiquement mettre des masques à tout le monde et il suffit juste de distancier les flux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas forcément si vous allez dans un hôpital ou un centre d'oncologie où tout de suite on vous colle pas un masque, etc. C'est peut-être que dans Bien. cette structure-là, voilà, les mesures sont différentes. D'accord. Après, je voulais juste dire un mot pour être peut-être plus spécifique pour la plupart des patientes. Donc, en gros, aujourd'hui, si on part du diagnostic au suivi, tout ce qui est dépistage systématique, mammographique, est suspendu. Et ça sera fait plus tard et ce n'est pas grave du tout. Il y avait une question d'enfant. Patiente à très haut risque. Oui, j'imagine. Et donc, on parlera après de l'IRM. Ouais. Donc ça, c'est suspendu. Ensuite, tout ce qui est lésions suspectes sur une mammographie. Vous avez fait une mammographie il y a 4 mois, on vous a dit: «Ah, il y a une image ACR3, il faut contrôler ou il faut biopsier». On remet et on reporte toutes les biopsies des lésions qui sont ACR3 autant que possible. Ça veut dire Alors ACR, c'est la classification. Quand vous lisez la conclusion de la mammographie, il y a marqué sein gauche, sein droit. ACR 1, 2, c'est normal, très bien. À partir d'ACR 3, c'est qu'on a vu une anomalie. Et ensuite, il y a ACR 3, 4, 5. d'accord. Si vous avez une anomalie ACR 4 et 5, malheureusement, il faut la faire biopsier parce que le taux de suspicion est quand même élevé. Et donc, la biopsie est maintenue. Si on a un ACR3, c'est beaucoup de situations où on peut très bien ne pas biopsier et reporter la surveillance à dans 4 mois. D'accord. Et je pense que vraiment, il faut accepter ce temps d'attente et ce report à dans 4 mois, c'est plus prudent. Une lésion ACR3, c'est vraiment moins de 5% de risque que ça soit quelque chose de cancéreux. Après, quand on a fait un diagnostic, si on a diagnostiqué un cancer intracanalaire, souvent vous verrez carcinome in situ ou carcinome intracanalaire, ça, il faut bien se dire que ce sont des lésions précancéreuses. Ce n'est pas vraiment des cancers infiltrants. Même si ça s'appelle carcinome, mais c'est de l'in situ ou de l'intracanalaire. Aujourd'hui, la chirurgie de ces cancers-là, on peut très bien la décaler de 3 mois
éventuellement mettre les patients sous hormonothérapie, mais c'est vraiment jamais des chirurgies urgentes. Donc voilà, dans ces cas-là, vraiment pas d'inquiétude, même si la lésion est en place, il ne se passera rien sur 3 mois. Après, sur des cancers de bas grade, même carcinome infiltrant de bas grade, si la patiente est très à risque d'infection, typiquement une patiente qui a des problèmes cardiovasculaires, nous, dans beaucoup de situations aujourd'hui, on met ces patientes sous traitement anti-hormonal, sous anti-aromatase, Femarel, Letrozole, et on attend 3 mois, il ne se passera rien, la tumeur est sous contrôle et on peut l'opérer après. A contrario, si on est devant un cancer triple négatif chez une femme jeune, là, il faut faire le traitement qu'il faut, chimio ou chirurgie, et sans changer les délais. Et donc le même principe s'applique post-chirurgie sur la chimio ou la radiothérapie. Beaucoup d'indications de chimiothérapie, les patientes qui ont vécu ça le savent. C'est pas des indications certaines, c'est du bénéfice-risque. Eh ben, aujourd'hui, le bénéfice-risque va tenir compte de l'infection Covid. Si la chimio n'apporte pas un bénéfice majeur, et qu'on vous dit, bah, finalement, on ne vous fait pas de chimio, pas d'inquiétude. C'est vraiment un choix qui est mesuré. Il faut qu'il soit discuté. Et puis, je vous avais dit tout à l'heure, report de radiothérapie. Dans beaucoup, beaucoup de cas, la radiothérapie peut être reportée à 3 mois, sauf pour les patientes avec des tumeurs agressives, avec une atteinte ganglionnaire où la radiothérapie doit être faite dans les temps et des durées plus courtes. On peut remplacer une radiothérapie de 5 semaines par une radiothérapie de 3 semaines. Les radiothérapeutes maîtrisent ces techniques. Dans les grosses structures, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. D'accord. Mmh. Il y a pas mal de questions autour de, cette immunodépression. Il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça correspond. Il y a Françoise qui demande par exemple que signifie immunodépressif après avoir été opéré d'un cancer. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est une question, qui est aussi très, très complexe parce que nos mécanismes de défense immunitaire contre les bactéries et contre les virus sont dépendants d'énormément d'acteurs. D'abord dans le corps, on a des cellules, des protéines, des cytokines, beaucoup, beaucoup d'acteurs de ces défenses immunitaires, et des acteurs qui vont pas forcément être, bouleversants. Et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui interagissent avec nos défenses immunitaires. Par exemple, typiquement, les patients diabétiques ont des défenses immunitaires diminuées par l'interaction entre le diabète et leur défense immunitaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que les patients diabétiques aujourd'hui sont parmi les patients à risque de Covid et d'infections compliquées. Surtout quand vous avez une infection Covid, c'est une infection virale, mais cette infection virale, elle peut au niveau des poumons se compliquer du par-dessus et aggraver la situation. Donc c'est pour vous dire que quand on parle de défense immunitaire, en général, on parle de plein de mécanismes aussi de défense contre plein d'organismes différents, bactéries, virus, etc. Tout stress que subit l'organisme, que ça soit un stress psychologique, que ça soit une chirurgie, que ça soit des stress hormonaux, par exemple en période prémenstruelle. Tout ça, on le sait, le stress agit sur une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, vous savez, c'est la même chose que la cortisone, que les comprimés de cortisone qu'on prend. Le cortisol, c'est notre corps qui le sécrète. C'est l'hormone principale du stress, mais aussi l'hormone principale des défenses immunitaires. Et donc, sécrétion de cortisol en situation de stress, elle, déstabilisation, déséquilibre immunitaire, et une chirurgie est un stress majeur pour l'organisme, et c'est pour ça qu'une chirurgie, eh ben, du coup, va avoir un impact sur vos défenses immunitaires, et surtout une grosse chirurgie. Et à quel, ouais, du coup, le délai, enfin, l'impact, Mmh. il est plus ou moins à long terme suivant la chirurgie, c'est ça? Oui, bien sûr, ça va être suivant la lourdeur de la chirurgie, suivant les comorbidités, comme on disait, diabète ou autre, ou patient splénectomisé, ou patient qui a eu de la chimiothérapie. En gros, c'est 1 mois. C'est 1 mois, en fait, pour, que votre corps stress qu'il a subi. C'est pour ça que les périodes souvent de rétablissement, d'arrêt de travail, et cetera, sont de 1 mois. C'est vraiment le temps que ce stress que votre corps a subi, puisse, rentrer dans l'ordre. Mmh. Et alors, du coup, Tej nous demande, y a-t-il des moyens naturels de renforcer son immunité?
en ayant une alimentation équilibrée déjà, probablement. Oui, tout à fait. C'est vrai que, on aimerait bien être, acteur de nos défenses immunitaires et heureusement, il y a moyen de le faire. Ça nous échappe pas complètement. Il y a plein de données qui montrent que, en premier lieu, l'activité physique. Ouais. L'activité physique, c'est extraordinaire parce que l'activité physique, alors il faut qu'elle soit régulière, et à un certain rythme, mais qui est pas dingue, hein, 30 minutes d'activité physique tous les 2 jours. L'activité physique va agir directement sur les fameuses cytokines. Ces jours-ci, on entend beaucoup Oui. parler de ces cytokines. Les cytokines, c'est ces substances qu'on libère quand il y a une inflammation, quand il y a une infection, quand le système immunitaire s'emballe. Mais l'activité physique est le meilleur régulateur des cytokines, permet de diminuer le taux de cytokines. C'est aussi par ça que ça agit sur le stress, ça diminue le taux de stress et de cortisol. Et donc, l'activité physique est le meilleur traitement immunostimulant qu'on connaisse. Et donc, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes confiné, aujourd'hui, il y a plein d'applis qui sont en ligne Ouais. pour pouvoir faire cette petite demi-heure de sport, là, celle que vous aimez. On va mettre Et en c'est ligne très, très des important. vidéos pour ça. Ouais. Ouais, super. Et la CAMI, qui est une des grosses associations sport et cancer, a aussi lancé tout un tas Ouais. d'actions et de coaching vidéo en ligne. Donc, un, activité physique. Deux, l'alimentation. L'alimentation, évidemment, est un vecteur très important de notre immunité. Et on a aujourd'hui beaucoup de données pour l'interaction entre le microbiote, le fameux microbiote magique, et le système immunitaire. Et donc, qui dit microbiote, dit alimentation. Alors, le microbiote, c'est quoi? C'est les bactéries dans votre tube digestif. C'est voilà, j'imagine que chez Rose, vous avez dû faire d'articles là-dessus. Et donc, ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Ce qu'on mange va agir sur notre microbiote et notre microbiote va agir sur le système immunitaire et nos défenses immunitaires. Il y a plein de données qui montrent que plus ce microbiote est diversifié, plus on a de bactéries qui colonisent notre digestif et mieux on est protégé contre bénéfiques sur le microbiote, c'est les fameux probiotiques. Probiotiques qu'on trouve alors dans les aliments préparés, alors soit dans les fermentés, les yaourts fermentés, le fromage fermenté, le chou fermenté, tout ce qui est fermenté, même si ça fait péter, c'est bon pour la santé. On retiendra cette petite. C'est ça. Alors, au-delà de ça, évidemment, pareil, les fruits et légumes et la richesse en antioxydants, et aussi l'impact des fruits et légumes sur le tube digestif avec toutes les fibres que ça apporte, qui sont le terreau de ce microbiote. C'est probablement, entre autres, bien ça que ça passe. Donc, alimentation équilibrée et sport, on en revient toujours au même. Pour augmenter ses défenses immunitaires. D'accord. Il y a des questions aussi sur les soins de support. Il y a Cannes qui a eu une tumorectomie et un curage axillaire. Je suis encore hospitalisée et devrais sortir demain ou après-demain. Il n'y a pas de kiné à l'hôpital. À ma sortie, il est peu probable que je trouve un kiné pour des soins post-op. Que me conseillez-vous de faire? Alors là, je vais juste intervenir parce que Jocelyne Roland, qui est notre kiné chouchou, va faire des vidéos justement pour assurer des soins à domicile pendant le confinement. Et il y a d'autres intervenantes, en fait, les intervenantes qui normalement viennent à la Maison Rose, aux Maisons Rose Bordeaux et Paris pour apprendre à amasser ses cicatrices ou à mobiliser son bras, vont faire des petites vidéos. Donc ça, c'est un début de réponse. Qu'est-ce que vous proposez, vous, avant Alors de oui, lancer? Émilie. C'est un début de réponse. Moi, je trouve que c'est la réponse, hein. C'est vrai que moi, je sortirais d'une chirurgie de cancer du sein, je ne mettrais pas les pieds chez un kiné et je ne ferais pas venir un kiné chez moi. Pareil, les kinés, d'abord, sont très sollicités, surtout aujourd'hui. Ah, on a perdu la connexion. Travail, c'est de toucher des gens, de palper des gens. Donc, c'est, je pense, en période de confinement, à, à éviter. Ah, j'ai un petit problème de Oui, connexion. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde.
Oui, c'est vrai que moi aussi, ça s'était figé. Ça y est, Ouais, c'est ça. bon, on est de retour. OK. Donc on évite la kiné, les kinés. C'est-à-dire on n'évite pas la kiné, mais on évite les kinés. Avec Jocelyne Renan est vraiment absolument extraordinaire. C'est vrai que depuis des années, elle fait beaucoup de formations. Justement, avec Jocelyne, on voulait mettre en place des ateliers de gestion du bras. Je crois que ces histoires de curage et de bras, c'est l'occasion parfaite pour les patientes de se prendre en main justement sur la maladie et la chirurgie. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de messages et surtout, on sait que la mobilisation du bras, de l'épaule, l'exercice physique ciblé sur ces zones-là est très, très utile pour éviter le lymphédème, pour éviter les douleurs. Donc, c'est vrai, j'invite plutôt les patientes à suivre ces tutoriels, à suivre ces formations, ces auto-formations et à faire cette kinésithérapie elle-même. Ça leur servira aussi sur le long terme. Céline, qui parlait c'est ça, hein? Pardon? Je crois que j'ai vu passer un petit message de Jocelyne dans les conversations, Ah, euh, de Jocelyne, mardi, le webinaire sur le thème. Voilà, voilà. Je me souvenais de super. cette date, donc merci, merci Jessie. Vous pouvez retrouver tous les webinaires, on en a quasiment 2 par jour actuellement, donc que ce soit des webinaires comme actuellement avec un expert ou des ateliers voilà, de ce style-là. On en a deux par jour en ce moment. Si vous voulez être informé, abonnez-vous à notre newsletter sur notre site internet ou regardez notre fil Facebook. On vous fera des rappels régulièrement pour que vous puissiez vous inscrire. Euh, Pardon, Émilie, je crois qu'en plus, si j'ai bien compris, les vidéos sont disponibles après, même si vous n'avez alors, pas pu vous connecter. là, actuellement, on est en live sur Facebook, si tout se passe bien avec la connexion. On va essayer de le faire quasiment systématiquement si les intervenantes nous le proposent. On va essayer aussi de le mettre sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez les regarder quand vous voulez et refaire les exercices quand vous voulez dans la journée. Je rebondis sur ces questions de douleur parce qu'on a une question de Julie qui apparemment est une de vos patientes, cancer du sein, triple négatif sans hormonothérapie. Oui, du coup, j'ai terminé la radiothérapie en juillet. Parmi les effets secondaires, j'ai une capsulite rétractile. Je limite mes traitements à la prise de Doliprane et d'arnica en homéopathie pour lutter contre la douleur. Mais il y a des jours, la douleur est vraiment très intense. Puis-je envisager de prendre des médicaments plus forts? Alors, on sait qu'il y a eu une alerte autour des anti-inflammatoires qui peuvent cacher les symptômes du coronavirus et aussi diminuer les défenses immunitaires. Donc, du coup, on a fait un petit article là-dessus, mais je vous laisse répondre sur cette gestion de la douleur. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si pour moi ça se... Oui, est-ce que Ouais, il y a encore des petites coupures, mais je pense que ça va c'est revenir ça? Ça va? Ça revient? doucement. Ouais. Dire à Philippe Ouais, d'enlever le Wi-Fi. J'ai fait un petit signe à mon fils et à mon mari pour arrêter toute activité Wi-Fi. On ne sait des jamais. techniques. Euh, euh, Oui. alors, oui, un petit bien. Oui, effectivement. Alors, elle est. Ça coupe beaucoup là. Et c'est vrai que euh, en, en période d'infection, ça coupe beaucoup. Qu'est-ce que je pars au lit? Après, c'est pas forcément vous. C'est vrai qu'on est 85 à être connectés, donc ça peut aussi jouer. C'est pas forcément votre connexion à vous, hein. Ah, ça y est. J'ai l'impression que ça va Oui, venir. ça a l'air d'être mieux, hein. Ça y Ouais, est. Ouais. ça a l'air un peu plus fluide. Ouais. Donc, oui, je disais, les capsulites, c'est assez fréquent et c'est très, très, très douloureux. C'est vrai qu'il faut
absolument se méfier des anti-inflammatoires non stéroïdiens et même l'ibuprofène qu'on pouvait se méfier de cela. Il faut se méfier aussi de la cortisone, le Soluprède, etc., ou les infiltrations de cortisone qu'on fait souvent dans les capsulites. Vous voyez, on infiltre de la cortisone dans l'articulation qui ensuite va passer aussi dans tout le corps. Ces médicaments ont une interaction avec notre immunité et augmentent le risque d'infection et de complications infectieuses. Or, les anti-inflammatoires sont en même temps les meilleurs traitements contre les douleurs. Il faut savoir qu'on a plein d'autres traitements assez forts, plus forts que le paracétamol, contre les douleurs. Il y a tous les médicaments à base de tramadol, il y a tous les médicaments à base d'efferalgan-codéiné, il y a des médicaments locaux, on a des patchs anesthésiants, il y a un patch qui s'appelle le Versatis qui peut être appliqué localement. On peut aussi avoir accès à des gestes locaux, des manipulations locales, alors pas dans le cas des capsulites, mais une séance d'acupuncture peut être utile, donc des soins non médicamenteux. Donc en tout cas, Julie, il faut pas il faut absolument qu'elle m'écrive un petit mot et je lui enverrai bien sûr une ordonnance pour des antalgiques un peu plus forts que le paracétamol, puisque la capsulite c'est vraiment très douloureux et c'est sûr que là c'est pas le moment ni de faire une infiltration ni de prendre des anti-inflammatoires. Oui, donc il y a toujours des alternatives au traitement. Et encore une fois, n'hésitez pas à recontacter vos médecins. N'hésitez pas aussi à regarder sur notre site internet. On avait fait une interview d'un spécialiste de la douleur qui expliquait justement les médicaments à risque ou non et les substitutions qui peuvent être faites. Donc, lisez-le, comme ça vous informe et après, vous pouvez en parler avec votre médecin. Alors, on a une question de Béatrice. Alors, cette fois, on retourne sur la transmission du coronavirus. Alors, elle a eu un cancer il y a 3 ans, mais ce n'est pas l'objet de sa question. En fait, elle a été infectée. Premier symptôme clair il y a 15 jours pile. Elle est confinée. Elle vit avec 3 enfants. Dont 2 à risque. Elle fait attention, elle désinfecte un maximum, elle mange à part. Et en fait, elle se demande jusqu'à quand est-ce qu'elle doit prendre ses surprécautions. C'est-à-dire jusqu'à quand elle est contagieuse pour son entourage. Alors, malheureusement, je n'aurai pas la réponse pour Béatrice. Ça, c'est toute la partie qui est en train d'être investiguée aujourd'hui sur une fois qu'on a été porteur du virus, combien de temps on l'est. On sait que ce virus, il peut rester au niveau du nasopharynx, très profondément dans les poumons, donc continuer à être excrété. On en retrouve même dans les selles des patients atteints avec un doute sur la transmission entre les selles et les mains et donc orale. Donc, c'est une question très difficile. On a développé une immunité, le virus, on peut encore être porteur. C'est d'ailleurs toute la question aujourd'hui qui fait débat sur le déconfinement et sur quels critères on va déconfiner, puisque voilà, comment on saura qui est encore porteur ou pas. Il y a Ah, on a perdu la connexion. leur sécrétion. La situation d'Isabelle n'est pas facile. Je pense qu'il faut malheureusement qu'elle continue des mesures barrières assez fortes, même si elle peut aussi se dire que cet entourage en contact étroit avec elle, à mon sens, a beaucoup de probabilités d'avoir été infecté parce qu'au-delà des mesures de lavage de mains ou de port de masque, dans un environnement limité, une atteinte, eh ben, il va y avoir du virus dans l'air, dans l'environnement, et donc son entourage immédiat a peut-être contracté le virus et peut-être immunisé, mais voilà, il faudra qu'elle reste prudente malheureusement, et voilà, que tout ça plus vite. Voilà. D'accord, donc il faut être patient. Encore une fois, Mmh. on est encore Mmh. dans une zone de risque. Mmh. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, parce qu'on a ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Alors,
Ah oui, il y a Laure qui demande s'il y a des applications de suivi. Est-ce que ça existe pour le cancer du sein? Alors, ça, je peux à moitié répondre. Je sais qu'il y a Acoadom qui propose du télésuivi, qui a créé une nouvelle application. On va écrire un article bientôt là-dessus, c'est pour ça que je suis au courant. Acoad PRO, qui a une transposition de leur dispositif pour le confinement. Ça a été créé au départ pour les patients qui sont atteints d'un cancer du poumon, mais là, en ce moment, ils sont en train de l'élargir à d'autres cancers de mémoire, vessie et sein. Il y en a un quatrième que j'ai oublié, mais ça s'appelle ACO, PRO. Demandez à votre médecin, c'est lui qui peut vous inscrire sur la plateforme et donc c'est un suivi où vous pouvez rentrer vos symptômes et c'est un suivi quotidien. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'autres applications comme ça de suivi à distance des patients. Je ne sais pas si la question de l'intervenante concerne le suivi du cancer du sein ou le suivi du risque infectieux ou du risque épidémique ou du risque de Covid dans le contexte actuel pour quelqu'un qui a eu un cancer du sein. C'est Moi, un peu deux choses différentes. il y a des suivis par appli. Je pense qu'elle pense aux applications mobiles. Oui, oui, mais spécifiquement pour le suivi du cancer, post-cancer, ou pour le contexte épidémique et infectieux. Alors, il y a vraiment un travail énorme sur les applications du contexte épidémique, sur des applications de suivi post-cancer. Je vous avoue qu'aujourd'hui, moi, j'ai rien vu qui soit très intéressant ou qui sorte du lot ou voilà, qui soit très pertinent, malheureusement. Euh, c'est vrai que, par contre, dans le contexte épidémique, pour des patients atteints de cancer spécifiquement, beaucoup de structures hospitalières ont mis en place leur propre application web ou structure un peu intermédiaire de téléconsultation ou de télé-Covid avec des lignes dédiées Covid. C'est le cas de l'Institut Gustave Roussy, par exemple, avec des infirmières ensuite qui rappellent, qui demandent aux patientes si elles vont bien, etc. Et puis celle que vous avez citée, je pense qu'on peut aussi parler de mon réseau cancer du sein. Je pense que en allant sur mon réseau cancer du sein, vous trouverez sans doute des informations ils ont aussi beaucoup travaillé sur cette question des applications de suivi, à mon avis, Ils ont n'est-ce pas? participé à Coat PRO, justement, mon réseau cancer du poumon. Donc oui, C'est ça. c'est Ouais. certainement une bonne source. Ouais. Mm. La toute dernière question. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui ont posé des questions, mais on a un temps imparti. On va certainement un peu dépasser, mais vous inquiétez pas, il y en aura au moins un par semaine. Le prochain, c'est vendredi prochain à 11 heures avec le professeur Krakowski. Donc, n'hésitez pas à vous réinscrire. J'espère quand même qu'on a été assez large dans nos réponses pour que ça réponde au moins en partie à vos questions. Alors, une toute dernière question, c'est Laure qui se demande si les essais cliniques sont poursuivis dans le contexte du confinement. Alors, donc avant de répondre à Laure, juste deux commentaires. Je vais essayer de regarder toutes les questions qui ont été posées en ligne et auxquelles on n'a pas pu répondre pour essayer d'apporter une réponse réelle et un peu plus en quelques lignes. J'en vois une soixantaine là. On regardera ensemble, Émilie, mais je vais essayer d'y répondre après. Je suis bien sûr à votre disposition pour qu'on refasse ensemble un webinaire Oui, bien sûr, si besoin. avec plaisir. Et donc, pour en revenir plus spécifiquement à la question très importante de Laure, c'est vrai que les grands groupes de recherche contre le cancer, Unicancer, comme beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, ont interrompu les inclusions dans les essais cliniques et le suivi dans les en termes de prise en charge. D'abord dans un essai clinique sous
test des médicaments, dont on veut tester l'efficacité, la toxicité, etc., c'est sûr que dans le contexte actuel, le plus adéquat, combiner un médicament avec ce risque infectieux et donc le risque d'interaction entre les deux, c'est pas idéal. D'autre part, les essais posent une contrainte de suivi en général assez rapprochée selon un calendrier très précis, avec des examens rapprochés, des prises de sang rapprochées, qui, dans le contexte actuel, exposent le patient à des risques. Donc, pour nous, à Gustave Roussy, 80% de nos essais sont suspendus. On continue, les patients qui étaient en cours d'essai, à les traiter, bien sûr, à leur donner les traitements dans les essais, à faire le suivi un peu adapté patients dans les essais au minimum actuellement. Et on a hâte que ça puisse reprendre parce que c'est euh, très important pour tout le monde. Bon, et bien, on va finir là-dessus. Merci encore, professeur Zakelchian, d'avoir répondu aux questions. Désolée encore pour les questions à laquelle on n'a pas pu répondre. On va essayer de vous répondre par mail ou on va se débrouiller. Encore une fois, il y aura un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore et à bientôt et portez-vous bien. Au revoir. Merci à tous et je vais regarder les questions, Émilie. Oui, Et oui, bon courage à tous et voilà, protégez-vous et on est là pour vous, avec vous. merci. Au revoir.